à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Idealco, la plateforme collaborative de la sphère publique. Les rivières ne font plus de bruit, il y a du poison dans la pluie, chantait Magic System en 2011. On pourrait ajouter à la suite de ce fameux groupe ivoirien que le poison se retrouve aussi parfois dans la rivière ou dans la nappe. Face à un tel constat, les collectivités adoptent des réactions variées. On en a parlé déjà l'année précédente à l'occasion de plusieurs conférences sur la réglementation, sur les moyens de traitement des pesticides ou encore sur le devenir des captages abandonnés. Malheureusement, le sujet n'est pas épuisé et il revient comme un refrain justement dans l'actualité avec ici une augmentation anormale de cancers pédiatriques dans une zone géographique bien définie ou là une étude de génération future publiée à la mi-octobre qui identifie 56 molécules issues de la dégradation des pesticides qui ne feraient l'objet d'aucun suivi. Cette étude a par ailleurs une résonance particulière au vu des fluctuations du caractère pertinent ou non de certaines molécules. Dans ce climat de méfiance ou à minima d'incertitude qui pourrait risquer de gagner la population, il n'y a guère que les amateurs de Scrabble qui pourraient se réjouir de découvrir de nouveaux mots comme fipronil, orisaline ou zoxamide. Côté collectivité, vous restez par contre quand même assez sur vos gardes et vous avez bien raison. C'est d'ailleurs pour vous aider à réagir de manière posée et efficace en vous saisissant bien du sujet que le groupe de travail pesticides de l'ASTE, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, a rédigé un guide pour comprendre et agir face aux pesticides et à leurs métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine. Ce guide et sa philosophie vous seront présentés succinctement aujourd'hui par plusieurs de ses contributeurs, à savoir Laurent Brunet, qui est président chez LB Conseil. Bonjour. Et Bonjour, bonjour Alexis, bonjour à tout le monde. nous entendrons également Thierry Pichard, expert procédé traitement des eaux chez IRH Ingénieur Conseil. Bonjour Thierry. Bonjour Alexis et bonjour à tout le monde. Et pour continuer la présentation de ce guide, nous aurons également Amandine Tinguir. Bonjour Amandine. Vous êtes, vous, experte en traitement d'eau potable chez SCE Aménagement et Environnement. Donc, je précise dès maintenant que le guide qu'on va vous présenter explique les notions, vise à accompagner la réaction des collectivités en curatif. Mais comme la meilleure manière de traiter une molécule indésirable dans l'eau, c'est encore de faire en sorte qu'elle ne s'y retrouve pas, la présentation sera enrichie, complétée par deux retours d'expérience abordant des mises en place de mesures préventives avec l'intervention de Manon Zakéossian, responsable du service protection de la ressource et biodiversité chez Haute-Paris. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Vous nous parlerez des actions que vous mettez en place, donc surtout autour de contrats pour des paiements de services environnementaux, mais pas que, avec ces mesures qui sont encore en cours de mise en place, mais avec déjà de premiers résultats obtenus. On parlera notamment d'agriculture biologique. Nous entendrons enfin Nathalie Keravec, ingénieure protection de la ressource en eau chez Atlantico, qui nous décrira les actions mises en place sur le territoire du syndicat pour accompagner la mesure d'interdiction pure et simple d'une molécule qui a été prise autour d'un captage de surface qui était contaminé. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par donner la parole à Marine Brunier, chargée de mission à l'AST, justement, sans qui cette conférence n'aurait pas pu se tenir, donc, puisque c'est l'AST qui a contribué à la publication de ce guide, qui co-organise cette conférence, et à qui je donne tout de suite la parole pour vous accueillir au nom de l'association. Merci beaucoup Alexis. Bonjour à tout le monde et merci d'être aussi nombreux connectés aujourd'hui. Je vais profiter de cette prise de parole pour présenter très brièvement notre association. Est-ce que c'est bon? Voilà. Parfait. Normalement, vous voyez mon écran. Super.
Donc, l'ASTE, c'est l'Association française des professionnels de l'eau et des déchets. C'est une association qui a été fondée en 1905, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1910. On regroupe à peu près 4000 membres sur tout le territoire français et c'est une association qui est vraiment pluriacteur. À la fois, donc on regroupe des acteurs privés et publics, que ce soit des collectivités territoriales, des bureaux d'études, des entreprises, des laboratoires de recherche. Voilà, donc c'est vraiment pluriacteur. On travaille sur la base du consensus scientifique et technique de nos membres. L'ASTE a donc vocation à produire de la connaissance scientifique et technique, soit à travers des guides, euh, par exemple le guide pesticides qui a émané du groupe de travail dédié à l'ASTE, soit à travers l'organisation d'événements à l'échelle nationale ou plus locale. Euh, voilà, donc on a 7 commissions et comités euh, qui, qui traitent de différents sujets, donc l'assainissement, la corrosion, les déchets et propreté, l'eau potable, les ressources en eau et milieux aquatiques. On a aussi un comité des affaires européennes et internationales et un comité de la recherche. Je vous ai donc mis quelques groupes de travail qui sont actifs. Et donc, l'ASTE produit des ouvrages souvent à destination des collectivités pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation. Donc, par exemple, on a publié un guide méthodologique pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets ménagers et assimilés. On travaille beaucoup aussi sur le sujet, sur le volet de métier, pardon. On a publié un guide du jeune professionnel pour voilà, valoriser un petit peu les métiers de l'eau et des déchets. Ou dernièrement, on a publié un guide sur l'analyse des risques dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau. Donc, tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement sur notre site internet. Vous les retrouvez dans notre bibliothèque. On a aussi une revue qui s'appelle Techniques, sciences et méthodes, qui est éditée mensuellement et qui recense toutes sortes d'études scientifiques et techniques en lien avec les sujets eau potable, assainissement, déchets, propreté, etc. L'ASTE est aussi ancrée dans les territoires à travers 12 sections territoriales, ce qui permet de faire remonter des problématiques plus locales au niveau national et inversement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vais désormais laisser la parole à Laurent pour qu'il vous présente plus amplement le guide sur les pesticides qui a été publié donc en début juillet euh, au sein du groupe de travail dédié à l'ASTE. Merci beaucoup Marine. Alors en effet, l'ASTE s'est bien sûr intéressé à ce sujet des pesticides depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte, et je pense que tous les participants à ce webinaire le partagent, un contexte, un phénomène de grande ampleur. Alexis en a parlé en introduction, mais on voit bien que le sujet est en permanence à l'ordre du jour, fait la une des médias, on en parle beaucoup, ça préoccupe la société, les différents acteurs, un phénomène de grande ampleur et face auquel on peut ressentir un sentiment de complexité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de textes qui concernent ce sujet-là, textes réglementaires, avis techniques et autres. Il y a beaucoup de notions qui sont utilisées dans ces différents textes réglementaires et en plus, on voit que tout ça évolue. Tout ça évolue et on va voir, on verra un petit peu plus loin que les évolutions, elles se font à un rythme assez rapide. Face à cette situation, la ST s'est dit comment peut-on réagir, comment peut-on répondre? La suivante, s'il te plaît, Marine. Voilà. Comment peut-on répondre aux besoins des acteurs de la distribution de l'eau qui doivent d'abord, évidemment, comprendre et bien comprendre le sujet dans toute sa complexité et face aux situations qu'ils peuvent rencontrer, qui doivent prendre les bonnes décisions. Alors, c'est pour ça que la commission eau potable de l'ASTE s'est dit peut-être que la bonne réponse à tout ça, c'est justement la production d'un guide
qui aurait pour objectif, alors d'abord, bien entendu, de partir de la réglementation, parce que c'est la réglementation qui fonde les actions qui doivent être mises en place, c'est la base, partir de cette réglementation, arriver à, dans un seul document, réunir ce que sont toutes les définitions qui sont utilisées dans cette réglementation, euh, rappeler quel est le rôle des acteurs, parce que quand dans les sujets d'eau potable, il y a toujours beaucoup d'acteurs qui sont concernés, et ça nous a semblé important dans la rédaction de ce guide de bien rappeler qui fait quoi et quelle est la responsabilité de chacun dans le dispositif, répondre à des questions qui peuvent se poser, alors de la part de professionnels, mais pas seulement, de la part des médias, de la part du grand public, avoir une série de réponses, proposer une série de réponses à ces questions et donner des outils aux différents acteurs pour pouvoir agir. Tout ça dans un objectif de rendre compréhensible le sujet de telle manière à ce que on puisse sur ce sujet-là au moins partager les notions, partager les définitions et finalement parler de la même chose. Alors, si tu veux passer à la suivante, le guide, voilà comment il est structuré. Donc, ça vous a été dit, il est disponible sur le site de l'AST. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous en a déjà pris connaissance. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous rendre sur le site de l'AST et à télécharger le guide, qui est sous format numérique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans des situations qui sont évolutives. Et donc, il va y avoir ce guide, il va falloir le mettre à jour régulièrement et le format numérique nous a semblé être la meilleure manière d'avoir une possibilité de pratiquer ces mises à jour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le guide? D'abord, comme je le disais, le rôle des acteurs. On redéfinit bien quel est le rôle de chacun des acteurs. Là, on a listé en gros une douzaine d'acteurs qui sont concernés par le sujet. On rappelle bien qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Les principales définitions, et c'est à travers les définitions que l'on aborde la réglementation. Donc on définit, on redéfinit toutes les notions qui sont utilisées quand on parle de pesticides dans l'eau potable, notions qui peuvent être utilisées dans la réglementation ou autres, et on a trouvé pour chacune de ces notions une définition qui, à la fois, évidemment, comme je le disais, ne dénature pas la réglementation, se base sur la réglementation, mais également, d'une certaine manière, la simplifie. C'était un petit peu l'enjeu. Ça n'était évidemment pas de reproduire tous les textes réglementaires, parce que sinon, ce n'était pas la peine de faire un guide. Il suffisait de mettre en photocopie les différents textes réglementaires. Là, il s'agit à la fois ne pas dénaturer, respecter bien sûr la réglementation, mais dans une forme un petit peu simplifiée. On a une foire aux questions. Donc, on s'est posé toute une série de questions. On a imaginé toutes les questions qui pouvaient être posées par les différentes parties prenantes, auxquelles on a essayé de trouver, on propose des réponses. Des logigrammes pour guider les actions des principaux acteurs, en particulier des collectivités quand elles se trouvent confrontées à une problématique de pesticides. Donc, proposer des logigrammes d'action. Un certain nombre de fiches spécifiques, essentiellement sur les aspects analytiques, parce que on parle de pesticides, on parle de dosage dans l'eau qui sont à des valeurs extrêmement faibles. Donc les aspects analytiques, les aspects de laboratoire sont extrêmement importants. Il nous a semblé important dans ce guide de bien préciser ces aspects-là. Et puis, comme je le disais, le guide est évolutif et on a une partie du guide qui n'est pas encore complètement finalisée, qu'il sera dans les prochains mois. Il nous a semblé important et intéressant d'essayer de faire un panorama européen, puisqu'on est face à une réalité dans laquelle finalement les différents pays européens abordent le sujet de manière parfois un peu différente, même si on est tous couverts d'une certaine manière par la directive européenne sur l'eau potable, mais il n'empêche qu'après, chaque pays peut décliner ça de manière un peu différente, et ça nous a semblé intéressant d'essayer d'avoir un panorama alors pas tous les pays européens, mais d'un certain nombre de pays européens, voir comment le sujet est abordé dans ces différents pays. Donc voilà ce que vous pourrez trouver dans le guide. Alors, le rôle des acteurs, bon, je vais pas prendre chaque acteur un par un,
Mais voilà les acteurs qu'on a identifiés. Et pour chacun de ces acteurs qui sont là, vous trouverez dans le guide donc le rappel de qui il est, de ce qu'il fait, quel est son rôle dans cette problématique des pesticides. Donc on a à la fois les acteurs nationaux, les acteurs locaux, la collectivité, l'exploitant, de la PRPDE, cette notion de PRPDE, personne responsable de la production de la distribution d'eau, est une notion extrêmement importante et on s'aperçoit que parfois les définitions, ça vaut le coup de se replonger dessus et de proposer une définition la plus robuste possible pour ces notions-là. Donc voilà pour les acteurs. Alors ensuite, les définitions. Alors là, je ne vais pas bien sûr passer toutes les définitions une par une parce qu'on a une petite trentaine de notions dont on a apporté des définitions. Euh, mais je vais juste mettre en avant quelques-unes. Je ne reproduis pas la définition dans sa globalité, vous y reportez dans le guide, mais les principales notions. Alors d'abord, première chose, la pertinence. C'est une notion extrêmement importante, la pertinence pour l'eau distribuée. C'est quoi? Ben, un métabolite de pesticide est jugé pertinent s'il possède une activité pesticide et certaines propriétés toxicologiques pouvant entraîner un risque sanitaire inacceptable pour les consommateurs. C'est la pertinence pour l'eau distribuée, sachant qu'il y a aussi une pertinence pour l'environnement. Vous verrez ça dans le guide. Et un point très important qu'il faut avoir en tête, c'est que par défaut d'évaluation spécifique par l'ANSES ou par manque de preuves, un métabolite est considéré pertinent par principe de précaution, par défaut. C'est-à-dire que tant que l'ANSES n'a pas les éléments pour démontrer que ce métabolite n'est pas pertinent, à ce moment-là, il est considéré comme pertinent. Ça, c'est un point extrêmement important dans la gestion de ce sujet des pesticides ou des métabolites. Les valeurs de gestion. Alors, euh, on trouve souvent cette notion de valeur de gestion et on n'avait pas trouvé de définition complètement consolidée de cette notion. Donc, en y réfléchissant ensemble, on a abouti à cette définition suivante. La valeur de gestion, c'est un terme générique qui désigne pour un paramètre donné toute valeur au-delà de laquelle des actions particulières doivent être menées. Donc, c'est un terme générique et qui va englober des notions qui sont bien connues, d'autres qui sont peut-être un peu moins connues. Donc, dans ces notions, il y a les limites de qualité, et ça, je pense que toute collectivité, tout exploitant d'eau potable sait ce que c'est que les limites de qualité. Il y a aussi les valeurs maximales sanitaires admissibles, les valeurs sanitaires transitoires, les valeurs indicatives, etc. Voilà ce terme générique de valeur de gestion. Et quand on regarde un petit peu plus dans le détail à l'intérieur de ces valeurs de gestion, la première, la limite de qualité. Alors, la limite de qualité, on sait ce que c'est en tant qu'exploitant de système d'eau potable, mais c'est important de rappeler que pour les pesticides et pour les métabolites pertinents, la limite de qualité de l'eau, ce n'est pas un seuil de risque pour la santé des consommateurs. Ça, c'est un élément à bien avoir en tête. La limite de qualité pour les pesticides, elle a été définie en partant du principe qu'il ne fallait pas qu'il y ait de pesticides, de traces de pesticides dans l'eau distribuée. Et à partir de là, comme cette notion a été enfin, que cette valeur a été posée dans les années 70, à cette époque-là, la limite de quantification des pesticides dans l'eau potable, c'était de l'ordre de 0,1 microgramme par litre. Donc c'est ça qui a été retenu comme limite de qualité. Mais ça n'est pas, alors 0,1 microgramme par litre pour les pesticides et 0,5 microgramme par litre pour la somme des pesticides. 0,1 c'est par substance individuelle. Ça n'est pas, et c'est très important de le souligner, ça n'est pas un seuil de risque. Pour le seuil de risque, pour chaque molécule, il va falloir se reporter à la notion suivante, qui est la Vmax. La Vmax qui, elle, est identifiée par substance. La Vmax, c'est la valeur correspondant à la concentration maximale d'une substance active ou d'un métabolite pertinent, en dessous de laquelle une consommation ne présente pas de risque sanitaire. Donc cette valeur-là, on est sur une valeur, une notion sanitaire. Ces valeurs sont spécifiques à chaque molécule. Et à quoi ça sert ces Vmax? Ben, les Vmax, elles servent pendant la période de dérogation. Et là, vous retrouverez bien dans le guide
cette notion de période de dérogation, comment ça se gère. Pendant la période de dérogation, la VMAX sert à gérer les modalités de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, dans les cas où il y a des dépassements des limites de qualité. Les VMAX, comment elles sont déterminées? Elles sont déterminées par l'ANSES, pour les substances pour lesquelles l'ANSES est saisie par la DGS, sur la base de données toxicologiques et notamment sur la base des valeurs toxicologiques de référence. Les valeurs toxicologiques de référence également, vous trouverez la définition dans le guide. Et pour arriver à ces VMAX, ça prend en compte l'exposition liée à la consommation journalière en eau, en considérant que la consommation d'eau de boisson contribue à hauteur de 10% de l'exposition globale aux pesticides. Voilà, donc toute cette démarche, toute cette notion, elles sont précisées au sein du guide. Et bien sûr, on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objectif de rentrer plus dans le détail maintenant. Alors, les valeurs sanitaires transitoires. Les valeurs sanitaires transitoires, ce sont des valeurs qui sont destinées à gérer les situations transitoires de dépassement des limites de qualité, donc dans un cadre dérogatoire, pour les pesticides ou les métabolites qui n'ont pas encore été, dont la pertinence n'a pas encore été caractérisée par l'ANSES ou qui n'ont pas encore de Vmax fixé par l'ANSES. C'est-à-dire qu'on est dans le cas, finalement, où on découvre de nouveaux métabolites de pesticides. L'ANSES peut être saisi par la DGS, mais avant que l'ANSES puisse rendre son avis, puisse collecter les différentes informations, analyser et rendre son avis soit sur la pertinence, soit sur une Vmax, on est dans une situation transitoire dans laquelle, si on s'appliquait strictement la réglementation, on devrait être en dessous de 0,1 microgramme litre et prononcer des restrictions de consommation dessus. Pour éviter ces situations, on part de ces valeurs sanitaires transitoires. En 2022, c'est un avis du Haut Conseil de la santé publique qui en est à l'origine, qui permet, encore une fois, dans un cadre dérogatoire, c'est-à-dire dans une période donnée, de distribuer de l'eau dont les concentrations ne dépassent pas pour un certain nombre de molécules 1 ou 3 microgrammes litres suivant les molécules, ce qui permet dans l'attente de la définition par l'ANSES des Vmax ou de la pertinence, de ne pas être dans une situation dans laquelle il y aurait une obligation immédiate de prononcer des restrictions de consommation d'eau potable. Voilà pour les notions de valeur sanitaire transitoire. Une autre notion nouvelle, puisqu'elle est apparue en janvier de l'année dernière, la valeur indicative. La valeur indicative, c'est cette notion, aujourd'hui, ne s'applique qu'aux métabolites non pertinents. Mais plus tard, cette notion pourrait être utilisée éventuellement par la Direction générale de la santé pour d'autres types de molécules. Mais aujourd'hui, ça ne concerne que les métabolites de pesticides non pertinents. Cette valeur, c'est 0,9 microgrammes par litre, par substance individuelle. Cette valeur indicative, elle sert à quoi? En dessous de la valeur, l'eau, il est considéré comme sans risque pour le consommateur. Au-dessus de la valeur, il y a des mesures correctives qui peuvent être demandées sur avis de l'ARS. Pas nécessairement de restriction d'utilisation de l'eau, mais une certaine vigilance à avoir et certaines mesures à prendre quand on détecte un métabolite de pesticides non pertinent au-dessus de cette valeur-là. Donc voilà pour les valeurs indicatives. Alors, aujourd'hui, où on en est dans toutes ces notions sur les métabolites qui sont les plus fréquents? Alors, comme vous voyez, je disais au début qu'on est dans un contexte qui est assez évolutif. Donc, vous voyez ce tableau, on avait fait une première version du tableau avant le mois d'avril. Il a été modifié puisque l'ANSES a produit un avis en avril sur les Vmax sur la pertinence du chlorothalonil du fameux métabolite R471811 qu'on trouve de manière extrêmement répandue. Donc, ça a changé la gestion de cette molécule. Et puis, ce tableau a de nouveau été modifié récemment, puisque en juillet, l'ANSES a également produit un avis sur les Vmax, s'est prononcé sur des Vmax des deux métabolites du chloride d'azote.
Donc aujourd'hui, sur ces quatre molécules qui sont très, très fréquemment retrouvées, chlorothalonil et hésamétolachlore sont considérés aujourd'hui comme non pertinents et les deux métabolites du chloridazone sont considérés comme pertinents avec des Vmax qui valent respectivement 11 et 110 microgrammes par litre. Donc, vous voyez que bah, la dernière colonne, on pourrait presque la supprimer puisque pour le chlorothalonil, il n'est plus pertinent, donc la valeur sanitaire transitoire ne s'applique plus. Et pour les deux métabolites du chloridazone, qui sont pertinents, il y a des Vmax qui ont été définis, donc les valeurs sanitaires transitoires ne s'appliquent plus. Donc on pourrait presque supprimer la dernière colonne. On note juste au passage que cette valeur sanitaire transitoire, euh, pour les métabolites du chloridazone, était nettement plus restrictive que les Vmax finalement déterminés par l'ANSES, qui veut dire que on était là aussi dans une application d'un principe de précaution, on était plus restrictif que, 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 que ces Vmax qui finalement ont été déterminés, ce qui a finalement l'ANSES, sur la base des études qu'elle a eues à sa disposition, a pu, d'une certaine manière, relâcher un petit peu la contrainte sur ces deux molécules. Donc voilà un petit peu rappeler quel est encore une fois de manière très, très résumée, quelles sont quelques-unes des définitions principales. Encore une fois, je vous invite à vous reporter au guide pour avoir la totalité des définitions. Vous voyez que ces définitions, c'est une manière de rentrer dans la réglementation, c'est une manière de comprendre comment s'appliquent dans les différents cas de figure rencontrés ces réglementations, ces notions. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on va pouvoir maintenant agir, prendre des décisions. Et là, c'est la suite du guide. Donc, je laisse la parole à Thierry qui va vous dire un petit peu, quand on a dans ces situations-là, maintenant avec ces notions bien comprises, comment on fait pour agir face à ces situations. Alors peut-être un petit peu avant, alors, on a trois questions juste sur cette partie spécifique, notamment pour les Vmax. Si vous voulez, on y répond maintenant, comme ça on pourra poursuivre. Une première question de Florence qui fait de la recherche en Allemagne à TZW qui demande si les Vmax sont les mêmes ou varient selon les différents pays au sein de l'Union européenne ou est-ce que voilà, l'ANSES s'accorde avec les agences des autres pays pour qu'il n'y ait pas un dédoublement du travail? Alors, c'est justement, c'est un peu l'objet de, quand je parlais du panorama européen, c'est justement l'objet du travail qui est en cours, c'est de pouvoir avoir cette vision-là. Je dirais que la réponse est oui et non, c'est-à-dire que non, il n'y a pas uniformité entre les différents pays, ça c'est clair. Euh, il y a eu il y a eu enfin, le Haut Conseil de la santé publique s'est appuyé sur des données allemandes euh, pour, euh, euh, pour produire son avis concernant les valeurs sanitaires transitoires. Donc on voit qu'il y a des échanges, mais il n'y a pas uniformité dans la manière de traiter les sujets. D'ailleurs, c'est un chantier que la Commission européenne a en cours avec l'OMS, c'est essayer de donner plus d'uniformité justement sur la manière de traiter ce sujet en Europe. Donc aujourd'hui, la réponse est plutôt non, pas d'uniformité, mais des progrès qui vont quand même dans ce sens-là, en espérant qu'on aboutisse à des visions un peu plus communes. Merci. Ok, autre question de Bernard qui est à l'ADEME qui demande si les Vmax envisagent les effets cocktails des différents métabolites qui peuvent être non pertinents. Alors, sur les effets cocktails, d'ailleurs, la question des effets cocktails, vous verrez que dans la foire aux questions, il y a une question sur les effets cocktails auxquels on a tenté de répondre. Euh, Là, je dirais plutôt non. Le sujet des effets cocktails, lui, il est plus pris en compte. Par exemple, quand on dit que c'est 0,5 microgrammes litre pour la somme des pesticides, c'est par ces moyens-là qu'on va pouvoir déterminer les effets cocktails. Mais la réponse est plutôt non, parce que les effets cocktails, il faudrait savoir dans une eau donnée quelles autres molécules peuvent être retrouvées et comment on peut combiner tout ça. Ça, c'est un peu plus complexe à voir.
D'accord, donc Oui, ça et répond. juste pour compléter Mhm. la réponse de Laurent, c'est simplement de rappeler que pour les métabolites non pertinents, il n'y a pas de Vmax, il n'y a pas de valeur sanitaire. Hein, ça, c'est un point qui est important, c'est que les Vmax ne concernent que les pesticides et les métabolites pertinents. Ouais, donc on n'a pas une grille avec tous les cocktails en fonction Non. euh, des différentes associations qu'il pourrait y avoir. Et merci, ça répond aussi en partie à la question de Gaël de Arnenay et qui demandait aussi la même question pour la valeur indicative. Pour la valeur indicative, non. Aujourd'hui, la gestion s'effectue par rapport à la valeur indicative, cette valeur de 0,9. Et Mhm. ensuite, c'est en liaison avec l'ARS qu'il il pourra y avoir des mesures à mettre en œuvre, puisqu'il n'y a pas d'obligation réglementaire, il n'y a pas de non-conformité. Mais on va y revenir et je voudrais essayer de ne pas me spoiler tout de suite Voilà, ben, la réponse. on vous laisse tout de suite la parole du coup. Merci. Donc, une fois que l'on a bien assimilé toutes les définitions, eh bien, la deuxième partie du guide est plus rentrée dans l'action. Et donc, on est parti dans une logique qui est celle plutôt de la collectivité, c'est-à-dire de partir euh, d'une analyse d'eau et de dire, ah, est-ce que je suis conforme aux exigences réglementaires? Est-ce que mes valeurs pour les pesticides ou les métabolites pertinents, est-ce que je respecte la limite de qualité de 0,1 microgramme par pesticide et métabolite pertinent est respecté ou non, ou par métabolite non pertinent, est-ce que je suis conforme à la Vmax ou pas? Donc on est plutôt parti de l'analyse pour faire notre point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est la quantification d'un nouveau pesticide ou d'un métabolite, alors qu'il soit pertinent ou non pertinent, et qu'il soit caractérisé, quantifié dans l'eau brute ou dans l'eau destinée à la consommation humaine, que cette quantification elle apparaisse dans le cadre du contrôle de la surveillance de la PRPDE, qui est entré en vigueur, comme tout le monde le sait, le 1er janvier 2023, et puis le contrôle sanitaire qui est mis en œuvre par l'ARS. Donc, on est parti en disant, on quantifie un nouveau pesticide ou un nouveau métabolite, puisque ça va être plus simple. Si on en a plusieurs, bah, on reprend la logique de la même manière pour chacun des pesticides ou métabolites. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est ce nouveau pesticide ou ce métabolite, surtout si c'est le métabolite, est-ce que on a un pesticide ou un métabolite pertinent? Si c'est ni un pesticide, c'est-à-dire plutôt une molécule mère ou un métabolite pertinent, si c'est pas le cas, dans ces cas-là, on a défini un cas C où on va plutôt avoir un métabolite non pertinent. Mais ce nouveau pesticide, il est peut-être pas tout seul dans son environnement. Donc, une fois qu'on a identifié si c'était un pesticide et un métabolite pertinent, la deuxième chose que l'on fait, c'est de regarder dans les analyses qui étaient préexistantes, est-ce qu'on avait la présence d'autres pesticides ou d'autres métabolites pertinents qui étaient présents. Alors là, on a deux cas. Et si vous regardez bien ou d'un peu loin, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, puisqu'on a Ka et Kb des deux côtés. Et tout simplement parce que dans un cas, on va avoir une seule molécule, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres pesticides et pas d'autres métabolites pertinents présents dans l'eau brute ou dans l'eau traitée. Et dans ces cas-là, on va analyser le Ka qui va être le métabolite en regardant par rapport à la limite de qualité euh, en individuel, et le Kb qui est aussi, puisque comme on a deux limites de qualité pour les métabolites pertinents et les pesticides, c'est de regarder si la concentration de ce métabolite pertinent ne va pas dépasser à lui tout seul le total pesticide pour cette nouvelle molécule quantifiée. Et dans l'autre cas, si on a la présence d'autres pesticides et métabolites pertinents, on va faire la même chose. On va regarder notre nouveau métabolite. Est-ce qu'il est bon ou pas par rapport à la limite de qualité individuelle? Et on va regarder avec les autres molécules présentes si on respecte la limite de qualité pour le total pesticide. Alors maintenant, on va détailler trois cas, le cas A, le cas B et le cas C. Le cas A, c'est
un nouveau pesticide ou un nouveau métabolite pertinent où on va le comparer par rapport à sa limite de qualité. Donc, est-ce qu'il est présent à une concentration supérieure ou non à 0,1 microgramme litre? Si la concentration est inférieure à 0,1 microgramme litre, alors là, on est dans une situation qui est conforme à la réglementation et donc il n'y a pas d'action particulière à mettre en œuvre, il n'y a pas d'information obligatoire de la population. Et puis, malgré tout, si jamais on est sur une molécule qui est comme elle est quantifiée, c'est de dire on va peut-être mettre en place ou renforcer des mesures préventives, protection de la ressource notamment, ou des mesures correctives, surtout si on est assez proche de cette valeur de 0. À partir du moment où la concentration dépasse la limite de qualité individuelle, alors là, on va franchir une étape. C'est-à-dire qu'on va commencer par se poser la question, est-ce qu'il existe ou une Vmax ou une VST? On a donné les définitions tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il existe une Vmax ou une VST pour cette molécule? S'il n'en existe pas, alors on va se retrouver tout de suite dans la situation de non-conformité numéro 2, qui est celle où le pesticide ou le métabolite pertinent est considéré comme étant en quantité inacceptable sanitairement, quelle que soit la durée du dépassement. Et puis ensuite, si jamais il y a une Vmax ou une VST, eh bien, on va regarder si la concentration elle est supérieure à la Vmax ou à la VST. Et là encore, si la concentration est supérieure à la Vmax ou la VST, eh bien, on considère qu'on est toujours en situation de non-conformité 2, c'est-à-dire une situation où la partie sanitaire est inacceptable. Si la concentration du métabolite est supérieure à 0,1 microgramme litre, mais inférieure à la Vmax ou la VST, alors là, on va se situer dans une situation de non-conformité avec une durée où on va regarder si la durée du dépassement est supérieure à 30 jours cumulés sur les 12 derniers mois. Et en fonction de ça, on aura deux situations de non-conformité, une situation NC0, pardon, où on est en non-conformité, mais avec un dépassement ponctuel. Et puis, si on est sur un dépassement qui est supérieur à 30 jours cumulés sur les 12 derniers mois, eh bien, la situation est la situation NC1 avec une eau non conforme à la limite de qualité pesticide. Et on considère que dans ces cas-là, on a un dépassement récurrent de la limite de qualité. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu ce schéma-là, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe, notamment pour les deux premières situations, NC0 et NC1. C'est-à-dire, on a une situation de non-conformité et avec un dépassement qui peut être ponctuel ou récurrent. Donc, à partir de ce moment-là, pour chaque situation, que NC0 et NC1, eh bien, on considère qu'il y a une absence de risque sanitaire. On est en situation de non-conformité, donc la collectivité doit constituer un dossier complet de demande de dérogation pour en cas de non-conformité NC1, avec une durée de remise en conformité qui est de 3 ans maximum, avec un renouvellement une fois sous condition, avec la mise en place en parallèle d'un plan d'action. Et ce plan d'action inclut à la fois des actions préventives et des actions curatives. Donc, la situation de non-conformité 1, c'est la situation la plus, on va dire, la plus courante. Non-conformité, demande de dérogation, obtention d'une dérogation pour une durée maximale de 3 ans, éventuellement renouvelable une fois. Si on est dans la situation de non-conformité 0, là, on est sur un dépassement ponctuel. La collectivité est en non-conformité, elle va devoir monter un dossier de demande de dérogation entre guillemets allégé, mais avec une obligation de revenir à une situation satisfaisante sous un délai maximal de 30 jours, là encore avec la mise en place d'un plan d'action.
Donc, je ne rentrerai pas plus loin dans le détail des différentes actions, mais à chaque fois, on a expliqué la description de la situation et les obligations réglementaires, et ensuite les actions qui sont à mettre en œuvre par la PRPDE. C'est-à-dire que le guide, il est bien axé sur l'action de la PRPDE, mais on laisse très en retrait les ARS qui peuvent intervenir à la demande des collectivités. On va passer à la diapositive suivante, puisque là, pour le coup, on va se focaliser plutôt sur la situation NC2, où on est sur une situation donc, de non-conformité. Par contre, comme la présence du pesticide ou du métabolite soit n'est associée à aucune Vmax ou à aucune VST, soit avec un dépassement de la Vmax ou de la VST. Donc, on considère que la situation est sanitairement inacceptable. Donc, cette situation-là, c'est une situation qui est très préjudiciable pour la collectivité, puisque il n'y a pas de dérogation possible. Il y a une information de la population qui doit être mise en place, mais surtout, il va falloir vraisemblablement mettre en place ou renforcer les mesures préventives, bon, ok, mais en attendant, fournir de l'eau destinée à la consommation humaine par tout moyen approprié ou voir de l'eau en bouteille le cas échéant, et surtout diffuser l'information aux consommateurs. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette situation de non-conformité NC2 ne s'applique pas pour les métabolites de la chloridazone et du chlorothalonil. Aujourd'hui, on a donc des nouvelles Vmax pour les métabolites de la chloridazone avec des valeurs que vous avez pu voir de 11 et 110 microgrammes litres. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de chances quand même qu'on ait des concentrations de ces métabolites qui dépassent les Vmax. Donc, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans une situation de non-conformité 2 avec ces métabolites. Et puis, le chlorothalonil, en tout cas, le R47 18 11, est devenu non pertinent. Donc aujourd'hui, l'instruction de 2023 qui a institué un espèce de système dérogatoire pour ces métabolites ne s'applique plus qu'aux métabolites du chlorothalonil R41 78 88. Donc voilà, donc là, c'est, si vous voulez, on a fait un logigramme pour le cas A, c'est-à-dire la limite de qualité individuelle. On peut passer, voilà. Donc maintenant, le KB, c'est un cas qui est un peu plus compliqué puisque là, on va regarder soit la concentration du nouveau pesticide ou du nouveau métabolite pertinent seul dans le DCH. On a deux cas, ce premier cas. Le deuxième cas, c'est quand le nouveau pesticide ou le nouveau métabolite pertinent est associé à la présence d'un ou plusieurs pesticides ou métabolites pertinents quantifiés préexistants dans l'eau destinée à la consommation humaine. À partir de là, alors je ne rentrerai pas forcément dans le détail complet, on va regarder par rapport à la limite de qualité sur le total pesticide de 0,5 microgrammes litre. Est-ce qu'on le dépasse ou on ne le dépasse pas? Si on est en dessous de 0,5 microgrammes litre, on est dans une situation conforme. Donc là, voilà, on peut dire on est tranquille. Et puis ensuite, c'est la même chose que pour les métabolites pertinents ou les pesticides individuels. On va regarder si on dispose d'une Vmax ou d'une VST pour chaque pesticide ou métabolite quantifié, puisqu'on doit appliquer une petite formule, donc qui est la somme des concentrations divisées par la Vmax pour chacun des pesticides et métabolites identifiés. On regarde si la somme de ces rapports est supérieure à 1 ou non. En sachant que si on ne dispose pas d'une Vmax ou d'une VST pour l'ensemble de ces paramètres, il faut se référer à l'ARS pour savoir comment on gère le calcul de cette somme, parce que sinon, ça peut introduire des biais. Là, une fois qu'on a fait ça, on fait le calcul de cette somme, et si la somme de ces rapports est supérieur à 1, on considère qu'on est dans une situation de non-conformité 2, avec donc une présence de pesticides en quantité inacceptable sanitairement. Et ensuite, si on est inférieur à 1,
Là encore, on regarde comme pour chaque métabolite de manière individuelle, est-ce que la durée du dépassement, elle est supérieure à 30 jours ou pas cumulée sur les 12 derniers mois. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Et donc, on va retrouver le même tableau, c'est-à-dire que les situations de non-conformité N0, NC1 et NC2, on est dans la même logique que sur les limites individuelles, mais là, on l'applique au total pesticide. Tout simplement parce que, comme les pesticides et les métabolites pertinents, ont deux limites de qualité, une par paramètre individuel et une pour le total, on est obligé de vérifier les deux situations. Alors maintenant, si on a le métabolite qu'on a trouvé, il est non pertinent dans le DCH, eh bien, on regarde qu'est-ce qui se passe par rapport à cette concentration de 0,9 microgrammes litre. Si on est en dessous de la situation de cette concentration de 0,9 microgrammes litre, on va considérer qu'on est dans une situation qui est satisfaisante vis-à-vis du paramètre métabolite non pertinent. Et donc, par contre, si on dépasse la concentration de 0,9 microgrammes litre, l'eau est considérée de qualité non satisfaisante vis-à-vis du métabolite non pertinent. On n'a pas de situation de non-conformité. Et donc, cette situation, ça peut concerner un dépassement ponctuel ou des dépassements récurrents de la valeur indicative de 0,9. Et puis, il peut y avoir une éventuelle restrictisation d'utilisation de l'eau, mais qui est décidée, qui est possible. Ce n'est pas une obligation, mais ça reste possible sur avis du préfet si jamais le préfet et ses services estiment qu'il y a un risque pour la population. Néanmoins, à partir du moment où on dépasse les 0,9, il est important quand même de mettre en place ou de renforcer des mesures préventives pour justement essayer de limiter et de réduire les concentrations dans l'eau brute, au moins au départ, et puis éventuellement dans l'eau traitée ensuite, et de mettre en place éventuellement des traitements pour pouvoir revenir à une situation satisfaisante. Et en tout cas, il faut diffuser l'information aux consommateurs pour les prévenir qu'on a une eau qui est distribuée avec une valeur indicative supérieure à 0,9 mg. Et j'en ai terminé avec les présentations des logigrammes. Merci beaucoup Thierry. Alors, peut-être rapidement une réponse aux questions de Bernard à nouveau qui demande si les Vmax sont révisés régulièrement et si c'est le cas, à quelle fréquence? Euh, alors, elles peuvent être révisées et la fréquence, ça peut venir en fonction des nouvelles données qui sont actualisées pour la remise, enfin pour l'obtention comment ça s'appelle, de la mise sur le marché des molécules. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des nouvelles données qui apparaissent et que les Vmax peuvent être réactualisés, à la hausse comme à la baisse. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et une nouvelle question de Florence qui demande si les chiffres des stations de traitement qui auraient été confrontées à la situation NC2, NC1, NC0 l'année dernière en France sont accessibles quelque part? Le nombre de stations? Alors, je vais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que les seuls qui doivent disposer de ces données, enfin, les seules personnes, c'est les personnes de la DGS, puisque je pense qu'ils doivent compiler toutes les données provenant des ARS. Donc, à mon sens, il n'y a que eux qui ont, comment ça s'appelle? Qui ont la donnée, enfin l'analyse, Ils mais en sont, tout cas, qui ont les données, oui. mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est mis à disposition après publiquement. D'accord. David, on va garder votre question pour la fin de la présentation du guide, parce que peut-être qu'Amandine pourra apporter d'autres informations intéressantes. On va voir ça avec la foire aux questions. Donc, effectivement, je continue la présentation du guide avec la foire aux questions. Quelques exemples qu'on peut partager ensemble. Donc, la première, faut-il arrêter de boire l'eau du robinet? Alors, la réponse est non. Continuez à boire l'eau du robinet ou commencer si ce n'est pas le cas.
On peut avoir confiance en l'eau du robinet, hein. C'est l'aliment qui est le plus contrôlé en France. Quand il y a des dépassements de limites, il y a des actions qui sont mises en place, hein. Thierry les a détaillées juste avant. Les informations sur cette eau du robinet, elles sont publiques, elles sont disponibles, hein, sur le site internet du ministère de la Santé et elles sont communiquées aux usagers. Boire l'eau du robinet, hein, ça présente de nombreux avantages, hein. C'est 300 fois moins cher, l'eau elle est disponible 24 heures sur 24 et ça préserve aussi l'environnement. L'eau en bouteille, elle présente vraiment une empreinte environnementale qui est 450 fois supérieure à l'eau du robinet. Là, on parle de consommation d'énergie, de consommation des ressources et de pollution, hein. Et cette eau en bouteille, elle n'est pas non plus épargnée par des contaminations, en particulier celle aux microplastiques. C'est vrai que les pesticides et les métabolites dans l'eau, c'est un sujet qui est très médiatisé actuellement et donc qui est anxiogène. Plus on analyse des composés, plus on cherche et plus on trouve. Mais il faut aussi être capable de relativiser sur ces quantités qui sont présentes dans l'eau du robinet. Le guide, comme l'a mentionné Laurent précédemment, il précise que la contribution moyenne de l'eau à notre exposition alimentaire aux pesticides, elle reste faible, en moyenne inférieure à 10%. Ce qui veut dire que pour une nourriture conventionnelle, hors bio, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles d'exposition. Une autre question, pourquoi retrouve-t-on des pesticides ou métabolites associés alors que les molécules, elles sont interdites depuis longtemps? Donc, le plus souvent, on retrouve dans l'environnement des métabolites de pesticides qui sont issus de la dégradation des substances actives. Donc, leur temps de dégradation, ils sont variables et ils peuvent être très longs. Donc, ça va dépendre de la molécule, mais également aussi du milieu, des conditions physico-chimiques ou biologiques. Donc, c'est pour cela qu'on retrouve les métabolites même longtemps après l'interdiction de la molécule. Une autre question, pourquoi ne pas traiter l'eau systématiquement pour éliminer les métabolites de pesticides? Alors, quand on est confronté à une détection ou à un dépassement de limite, c'est vraiment important de mener une réflexion globale. Il faut maîtriser les niveaux de contamination de la ressource en se basant sur un historique de données qui est fiable et complet. Donc, dans les solutions envisageables à court et moyen terme, il n'y a pas que la solution de traitement. On peut aussi envisager de mobiliser d'autres ressources. Et il faut toujours en parallèle mener des démarches à plus long terme, travailler sur les mesures préventives de protection de la ressource. Donc vous aurez des exemples qui sont présentés après par Haute Paris et Atlantico. Enfin, donc une dernière question. Pourquoi la réglementation concernant les pesticides et les métabolites, elle est évolutive? Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé pendant la présentation. Cette réglementation elle est établie sur la base des données scientifiques, hein, qui évoluent en permanence. Donc, il faut intégrer ces nouvelles informations sur la toxicité des substances et des métabolites pour que la réglementation elle reste pertinente. Il faut aussi également tenir compte des technologies d'analyse, hein, qui s'améliorent, avec aussi les limites de détection qui évoluent. Donc, on pourra réaborder d'autres questions ultérieurement si vous en avez. Là, maintenant, je vais partager donc la slide suivante. On a une annexe 1 dans le guide qui présente les méthodes analytiques. L'objectif, hein, de cette annexe technique, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes de mieux comprendre ces pratiques analytiques. À la fois comprendre les résultats, pouvoir avoir aussi une vision critique de leur présentation. Avec une meilleure compréhension, vous pourrez être plus exigeant et avoir vraiment une démarche proactive et préventive, hein, des risques qui sont liés à la contamination de l'eau. Slide suivante. On a aussi une partie de cette annexe qui explique les méthodes d'échantillonnage. Donc, il est important, hein, pour les types de composés dont on parle, hein, les pesticides et métabolites de pesticides, de choisir un flaconnage type verre ambré qui va éviter toute dégradation par la lumière en fait, de l'échantillon. Dans le cas d'une analyse de l'eau, on peut faire donc un prélèvement qui sera ponctuel, mais qui montrera une situation à l'instant T. Donc, il y a aussi possibilité de faire des campagnes de prélèvement sur 24 heures, par exemple. Mais dans tous les cas, quand vous décidez de faire une campagne, il faut s'interroger donc sur les variations de concentration, réaliser des prélèvements à des épisodes qui seront représentatifs, hein. Par exemple, si on a identifié que sur un épisode pluvieux, potentiellement, on aura des pics de concentration, il faut tenir compte de ça pour avoir des résultats représentatifs. Et donc ensuite, il faut évidemment respecter des bonnes conditions de transport, conserver la température et l'abri de la lumière, et aussi respecter des délais donc inférieurs à 24 heures. Parfois, il est aussi nécessaire donc, de filtrer l'échantillon, surtout si on
suspectent donc un risque d'interférence sur l'analyse, notamment avec les matières en suspension. Donc ensuite, le guide donc, il présente les méthodes de préparation des échantillons. Donc ces méthodes, elles servent à concentrer ou à purifier un échantillon. Donc on vous explique dans le guide qu'on peut réaliser une extraction liquide-liquide ou alors une extraction en phase solide, extraction donc SPE, ou alors une extraction polymère à empreinte moléculaire. Donc, ces différentes méthodes, elles vont avoir des coûts et des sélectivités qui vont être différentes. Notamment, donc, la dernière méthode citée, la PEM, elle va vraiment cibler une seule famille de pesticides au mieux. Donc, en fonction de votre objectif d'analyse, il faut choisir la méthode adaptée. Et donc, le guide compare en fait en termes de coût, de délai, et de sélectivité et de sensibilité ces différentes méthodes. On a ensuite donc une explication des principaux critères analytiques. Donc, vous avez la limite de détection, la ALD. C'est la plus petite concentration pour laquelle on peut affirmer qu'il y a la présence d'un composé. La limite de quantification, la LQ, elle, c'est la plus petite concentration pour laquelle, cette fois, on est capable de donner une valeur quantifiée avec une bonne justesse. Pour la limite, donc l'incertitude de mesure, ça représente donc l'intervalle dans lequel on a 95% de chances de trouver le résultat annoncé. Donc, vous pouvez voir là sur le graphique comment se positionnent ces valeurs en fonction de la concentration. Et donc, en général, on rend un résultat qui est noté inférieur à LQ quand on est inférieur à la limite de quantification. Vous avez également d'autres définitions sur d'autres critères comme la spécificité, la justesse et la stabilité. Ensuite, donc, on a une annexe 2 qui présente la partie accréditation et agrément. On a tout d'abord donc un focus sur l'accréditation française COFRAC. Ensuite, il y a une présentation des accréditations par pays en Europe. Donc, par exemple, la Deutsche Akkreditierungsstelle en Allemagne, l'Accredia en Italie. Et il faut donc, on présente aussi le fait qu'il y ait des accords de reconnaissance internationaux entre ces organismes afin de pouvoir donc parler le même langage. L'agrément des laboratoires, donc, il est délivré en France par l'ANSES et il est obligatoire pour le contrôle sanitaire, pour le prélèvement, sauf quand il est réalisé par l'ARS, et pour les analyses. Donc, ensuite, le guide y décrit la procédure d'homologation du produit phytosanitaire. Et donc, pour les autorisations de mise sur le marché, donc on explique qu'il y a deux procédures qui se succèdent. D'abord, au niveau européen, il y a l'agrément pour la substance active. Donc ça, c'est contrôlé par l'EFSA. Et ensuite, pour les produits et les usages des produits, là, c'est géré au niveau des États membres. Et donc, pour la France, c'est l'ANSES qui est en charge de cette évaluation. Donc, dans le guide, ensuite, on a une annexe 3 où vous pourrez trouver tous les textes utiles, textes législatifs, les instructions ministérielles et les différents avis de l'ANSES sur lesquels on s'est basé et qui pourront vous alimenter dans vos recherches et vos compréhensions. Enfin, sans tout spoiler parce que cette annexe n'est pas encore disponible, donc au niveau du panorama européen, on est en train de réaliser donc un état des lieux qui n'a pas vocation à être exhaustif, hein, c'est assez compliqué de collecter toutes les informations, mais qui présentera des différences de gestion des métabolites de pesticides en fonction des pays. Donc, c'est un panorama qui va présenter les différences de classement des composés pertinents, non pertinents, qui va expliquer aussi qu'il y a des différences de valeur de gestion et surtout, donc, qui va mettre en évidence le besoin d'harmonisation sur cette problématique en Europe. Et comme l'a mentionné donc Laurent, il y a un travail qui est en cours avec la Commission européenne sur ce sujet. Donc voilà pour le tour d'horizon du guide. On espère que cet aperçu vous donnera envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Et donc, je profite de cette présentation pour remercier les nombreux contributeurs qui ont permis que ce guide puisse paraître. Et donc, merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Amandine, également. Donc, on voit que la présentation de ce guide a été appréciée. Vous le retrouverez encore une fois sur le site de l'AST. Il fait un petit peu plus que 70 pages. Donc, vous retrouverez l'ensemble des éléments un peu plus en détail que ce que le temps nous a contraints à présenter aujourd'hui.
notamment toutes les réponses à la foire aux questions qui ont commencé à être abordées par Amandine. En parlant de foire aux questions, donc on a quelques minutes pour répondre aux vôtres, à commencer par une petite mise en garde d'Éric, qui est chef du service micropolluant à Labocea, on parlait des laboratoires, qui précise, attention, pour le glyphosate, le verre ambré est à proscrire, parce qu'il y a un risque adsorption, il manque rien, adsorption irréversible. Bah, merci Je, pour cette je, précision. je voulais juste, j'en profite parce que je viens de vérifier à l'instant, dans le guide, c'est bien dit, effectivement, et merci Eric, mais c'est bien écrit dans le guide parce que là, on ne peut pas rentrer dans le détail, hein, mais quand on va sur cette partie-là, effectivement, il est bien dit que non, pas de verre ambré pour le glyphosate. Donc, vous voyez que. Voilà, c'est Mais, dans les mais détails, tout est bon. merci Eric de le rappeler. Donc, tout est bon. Une autre interrogation de David, qui est technicien à la communauté urbaine du Grand Paris Seine-Oise, qui a du mal à comprendre pourquoi pour le NC1, on a la possibilité de 6 ans de dérogation alors que l'eau est non conforme de façon récurrente et qu'on n'a que 30 jours pour une non-conformité ponctuelle dans le cas NC0. Mais là, c'est pas lié au guide, ce sera peut-être plus la philosophie de la réglementation générale. Alors, disons que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout à l'heure, quand on a regardé le logigramme, c'est 30 jours, si le dépassement est inférieur à 30 jours au cours des 12 derniers mois écoulés. Et encore, voilà, c'est sur les 12 derniers mois. Donc, si c'est un dépassement de 30 jours, inférieur à 30 jours cumulés sur 12 derniers mois, quand on a une analyse par an et qu'à chaque analyse par an, on retrouve quelque chose, on est sur un dépassement récurrent. Situation de non-conformité NC0, on l'a quand même relativement peu souvent. Et donc, alors, voilà, c'est simplement pour ça, c'est simplement que la durée du dépassement est inférieure à 30 jours cumulés sur les 12 derniers mois. Donc, si on voulait vraiment avoir 30 jours cumulés, il faudrait faire 365 analyses pour avoir la réalité de ce qui se passe, ce qui est matériellement pas faisable. Et par contre, là où j'attirerais quand même l'attention, c'est que ce n'est pas une dérogation de 6 ans, c'est une dérogation de 3 ans renouvelable éventuellement une fois sous condition. Et il faut bien avoir en tête que le renouvellement la prolongation de la dérogation est systématiquement envoyée à la Commission européenne. C'est-à-dire que et qu'elle doit être justifiée pour pouvoir être obtenue. Donc, ce n'est pas 6 ans la dérogation, c'est 3 ans, éventuellement renouvelable d'une fois, pour une durée maximale de 3 ans aussi. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà, Marine, on va pouvoir arrêter le partage d'écran. Merci encore à Laurent, Thierry et Amandine pour cette présentation du guide. On a une remarque de Laurence, qui est chargée de mission politique et planification dans le domaine de l'eau à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, qui constate qu'on peut retrouver encore aujourd'hui certaines molécules mères comme l'atrazine, alors qu'elles sont interdites depuis 2003. Donc, ça peut laisser penser, je parlais de méfiance en introduction, voilà, et quel climat de confiance on a aussi avec les utilisateurs potentiels de ces molécules. Bah, c'est aussi ce qu'on va voir avec les différents retours d'expérience qui vont désormais nous être présentés dans le lien que peut avoir la collectivité, le syndicat, en tout cas le producteur, distributeur d'eau avec les acteurs du territoire qui sont présents autour du captage, qui peuvent éventuellement utiliser les pesticides qui conduisent aux contaminations. Donc Manon, pour le retour d'expérience d'Eau de Paris. Oui, donc je vais partager mon écran. Je vais donc vous faire part de l'expérience d'Eau de Paris sur les actions de protection de la ressource qu'on a engagées, notamment sur 4 ans de contractualisation de paiement pour services environnementaux avec les agriculteurs. Peut-être
Pour commencer, sur Haute-Paris, nous sommes une régie municipale de la ville de Paris qui, du coup, est en charge notamment de la production, du transport et de la distribution de l'eau à Paris. Et nous sommes engagés depuis de nombreuses années déjà sur des actions de protection de la ressource. Et l'eau qui est distribuée ne concerne que Paris intramuros. Donc, sur la genèse du dispositif de paiement pour services environnementaux, donc vous avez une carte du réseau d'alimentation en eau parisien qui se fait. Alors il y a 50% qui sont issus d'eau de surface sur laquelle c'est plus compliqué de travailler sur des actions de protection de la ressource parce qu'on est à l'échelle du bassin de la Seine et de la Marne. Mais sur les autres sources souterraines, donc l'autre moitié, on est sur des aires d'alimentation de captage qui sont relativement éloignées de Paris, donc sur les départements limitrophes, on va dire, que vous voyez sur la carte. Et du coup, on a des ressources souterraines qui sont notamment situées en zone rurale, avec des aires d'alimentation qui sont très étendues, qui concernent 7 départements et 5 régions. Et donc, évidemment, une qualité de l'eau qui est impactée par les systèmes agricoles, puisque c'est quand même l'activité principale sur ces secteurs-là. Ça fait quasi 30 ans que des actions sont menées sur la protection de la ressource, notamment auprès des exploitants agricoles. Et du coup, on bénéficie en termes de connaissances d'une amélioration continue de nos plans d'action et d'une stratégie qui s'est construite sur ce pas de temps-là, en expérimentant différentes choses et en constatant que c'est plus ou moins efficace. On a une dynamique territoriale qui est renforcée par le volontariat. On a expérimenté des démarches, parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix, à vrai dire, plus réglementaires, telles que la mise en place de programmes d'action ZSCE, mais on a vite constaté que ça nous freinait beaucoup dans les actions qu'on mettait en place en termes de dynamisme. Et pour l'instant, on reste donc sur du volontariat qui, pour nous, est beaucoup plus efficace en termes d'engagement à ce stade. Notre objectif, c'est de développer des systèmes agricoles qui soient durables et efficaces pour protéger l'eau sur le long terme. Le durable, il est à la fois important en termes de protection de la qualité de l'eau sur le long terme, on est sur des actions longues, et à la fois pour l'exploitant agricole, il faut qu'il y ait un équilibre économique qui fonctionne et qui permette de pérenniser son système. On a expérimenté à partir de 2007 des dispositifs d'accompagnement financier proposés par l'État, hein, ce qui est assez classique, donc les aides classiques au bio et les mesures agro-environnementales et climatiques. On a réussi à le mobiliser de façon plutôt intéressante, hein, avec des surfaces engagées qui ont été notables en termes de mobilisation. Mais on s'est retrouvé avec une gouvernance qui échappait complètement au territoire, c'est-à-dire avec des cahiers des charges qui étaient modifiés dans le temps, un problème sur la continuité entre ces cahiers des charges-là, des difficultés à adapter à nos exigences territoriales et aux contextes locaux de nos exploitants, parfois même sur nos enjeux hauts, à des difficultés de paiement sur des temps relativement longs. Donc finalement, dès qu'on rencontrait une difficulté ou un besoin d'adaptation, on n'était absolument pas maître de l'outil en question, sans compter une complexité de gestion administrative et des incohérences assez fortes entre départements, comme vous pouvez le voir sur un bassin qui est à l'ouest, là en rouge. On est à cheval sur 3 départements, à l'époque 3 régions, maintenant 2, mais bon, ça ne simplifie pas vraiment le problème. Donc, du coup, on a eu besoin relativement, enfin, il y a un petit moment déjà, la réflexion est engagée depuis pas mal d'années, mais à partir de 2020, de déployer notre propre dispositif de paiement pour services environnemental. Donc, ce dispositif, il a été co-construit avec des agriculteurs référents qui étaient déjà engagés dans les MAE, donc qui avaient déjà expérimenté des changements de système, avec des experts techniques, soit locaux, soit nationaux, et aussi avec le ministère de l'Agriculture, qui s'est investi sur les cahiers des charges, notamment pour en assurer la cohérence vis-à-vis de la Commission européenne et des autres dispositifs nationaux. Le financement de ce dispositif, il est à 80% par l'Agence de l'eau et à 20% par Haute-Paris lors de sa construction. Et on est sur un budget projeté de 46 millions d'euros sur la durée du contrat. Alors on verra que ça s'étale sur pas mal d'années, hein. Ça doit faire, je n'ai pas recalculé, mais ça doit faire 13 ans, quelque chose comme ça, sur la durée des contrats et le nombre d'années sur lesquelles on peut les ouvrir. Donc on a une autorisation d'ouverture de ce dispositif par la Commission européenne de 5 ans, entre 2020 et 2024. Et ce qui était important pour nous, c'était de conserver le fil rouge de notre stratégie de protection de la ressource, c'est-à-dire avant tout, ce qui est important, c'est l'efficacité des actions qu'on mène sur l'eau.
l'adaptation aux contextes locaux et notamment aux systèmes agricoles des exploitants avec lesquels on travaille, et la progression des surfaces. C'est-à-dire pour obtenir un effet sur l'eau, il faut qu'on travaille sur des surfaces qui ont un impact suffisant à l'échelle d'une aire d'alimentation de captage, et il faut qu'on arrive à progresser en termes d'engagement sur ces surfaces. Je vais surtout parler du volet financier sur les diapos suivantes, mais il faut pas, ce volet financier ne peut pas exister de façon déconnectée de tout l'ensemble des actions qui sont mises en place. Donc en fait, ce volet financier, il est complètement intégré dans un programme territorial plus large et il n'aurait aucun sens s'il en était déconnecté. Donc on a une animation territoriale qui est portée par des animateurs qui sont dans l'équipe du service protection de la ressource, un conseil collectif et une animation collective qui est portée sur le territoire, un conseil individuel, on verra tout à l'heure, je vais revenir dessus, qui est apporté aux agriculteurs qui s'engagent dans le dispositif. Évidemment, on s'appuie sur des experts et des expérimentations locales, un travail sur les filières que je vais réévoquer derrière, et des actions d'aménagement du territoire, bandes enherbées, haies, etc., qui viennent compléter le dispositif. Puis on mobilise d'autres outils tels que les DUP, des périmètres de protection, des acquisitions foncières, mais je ne vais pas du tout détailler dans cette présentation-là ces différents aspects. Sur les contrats qu'on a mis en place, donc évidemment, comme je le disais, ils sont axés sur un objectif fort d'amélioration de la qualité de l'eau et une transition des systèmes agricoles. On n'est pas là pour faire des adaptations des systèmes agricoles à la marge. En fait, les systèmes agricoles qu'on a, enfin, on a suffisamment d'expérience sur ces territoires pour montrer que les systèmes agricoles qu'on a actuellement, ce n'est pas en faisant des petites adaptations qu'on va obtenir un effet sur la qualité de l'eau. C'est des choses qu'on a déjà testées et qui n'ont pas eu un résultat suffisant. Là, les cahiers des charges, donc, ils sont axés sur l'appui à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique, la réduction de l'usage des pesticides à des valeurs qui sont suffisamment importantes, elles ont été définies par territoire pour avoir un impact sur l'eau, un bonus reliquat d'azote en trait d'hiver avec une valeur à atteindre qui permet de protéger l'eau, c'est-à-dire avec une valeur sous parcelle, enfin sous exploitation, on va dire plutôt, qui est une valeur eau potable, et une augmentation des surfaces en prairies extensives. Donc on n'a pas beaucoup d'élevage, mais on en a un petit peu, et on avait besoin de pouvoir valoriser les exploitants qui étaient en élevage extensif et augmenter éventuellement les surfaces en prairies sur ces systèmes-là. Donc le dispositif a été ouvert à la base sur 4 aires d'alimentation de captage prioritaires, ce qui faisait à peu près 200 exploitants. On a un dispositif qui est unique, mais on a quand même des adaptations territoriales, hein. J'en ai parlé pour notamment la réduction d'usage des pesticides, qui a quelques variations selon les territoires. Et on propose en fait 2 contrats conventionnels en base intrant, grande culture et polyculture élevage, et 2 contrats en agriculture biologique, c'est pareil, grande culture et polyculture élevage, et aide à la conversion et au maintien. En fait, on a les deux possibilités. Sur le premier, on est sur une durée de 6 ans et toutes les aides au bio sont sur une durée de 7 ans. Donc on a cherché à maximiser la durée pour se caler le plus possible sur une rotation. On n'a pas pu faire tellement plus, mais on est quand même au-delà des 5 ans. On a un accompagnement technique qui est obligatoire et gratuit, bien évidemment. Donc chaque exploitant qui s'engage dans le dispositif est suivi par un partenaire ou un prestataire qu'on a choisi et qui va accompagner le travail de l'exploitant, répondre à ses questions et lui faire prendre les bonnes décisions, enfin l'accompagner dans les bonnes décisions agronomiques pour atteindre les objectifs qui sont définis dans le cahier des charges. On propose aussi en parallèle de réaliser un diagnostic ruissellement qui va nous permettre après de proposer des aménagements derrière, et un diagnostic économique qui n'est pas encore complètement en place puisqu'il sera en place à la fin de contractualisation et on n'y est pas encore. Donc ça nous permettra de voir aussi la durabilité du système. L'ensemble fonctionne en s'appuyant sur 4 animateurs agricoles territoriaux qui sont sur le terrain, qui sont au sein de l'équipe du service protection de la ressource. Alors évidemment, ils ne font pas que ça, même si une grosse partie de leur temps qui est orientée sur la mise en œuvre de ce dispositif de paiement pour services environnementaux, vu qu'ils ont pas mal d'agriculteurs engagés sur chacun de leurs territoires. Au total, on doit être à 6 équivalents temps plein en interne sur le projet, mais qui regroupe à la fois le travail des animateurs territoriaux, les travaux qu'on fait en transverse, tout ce qui est instruction financière également, et aussi l'intervention de notre service informatique, puisqu'on a développé une plateforme d'instruction spécialement pour faire fonctionner cet outil-là, qui reçoit comme information du coup
les données agricoles issues des données PAC des exploitants, les RPJ. On pratique des contrôles, puisqu'on est en charge du contrôle, hein, étant donné qu'on maîtrise la totalité du système. On met en place des contrôles systématiques, c'est-à-dire la plateforme d'instruction sur laquelle les dossiers sont déposés contrôle un certain nombre de points du cahier des charges, par exemple les pourcentages d'équilibre entre les cultures de printemps et les cultures d'hiver, qui sont une contrainte d'un certain nombre de cahiers des charges. Et on a également des contrôles sur place qui sont faits via un prestataire. On n'a pas encore les résultats 2024 de contractualisation, puisque les exploitants ont jusqu'à la fin de l'année pour signer leur contrat. Donc, on a des ordres de grandeur, mais pas encore les résultats. Donc, on est encore sur les chiffres 2023. On a 115 exploitations qui sont engagées pour 17 300 hectares. On a 58% des contrats qui sont en agriculture biologique. Alors, ça marche en surface et en nombre d'exploitations. On est à peu près sur le même pourcentage. Ce que vous voyez à côté, alors j'aime beaucoup cette image, il y a surtout des vaches dessus, mais on n'a pas du tout des systèmes qui sont majoritairement en élevage ou en polyculture élevage, hein. On a 80% des exploitations engagées qui sont en grande culture. Donc c'est aussi une question qu'on nous pose assez fréquemment. Ce que vous voyez sur le graphique, alors ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la courbe en rouge, c'est un peu petit, j'imagine, mais c'est la courbe en rouge qu'il faut regarder, c'est la progression des engagements dans le PSE. En bleu, c'est les surfaces cumulées d'engagement dans le PSE et d'engagement dans des dispositifs d'État, puisque en fait, on peut pas, un même exploitant ne peut pas cumuler sur son exploitation un engagement dans une ancienne MAE ou dans un ancien dispositif d'accompagnement à la bio. Donc, il y a un certain nombre d'exploitants qu'on a du mal à rattraper pour ces contraintes administratives. Mais on voit que les engagements dans les dispositifs d'État diminuent au fur et à mesure, en même temps que la progression de l'engagement de notre dispositif progresse. Donc évidemment, on a fait le plus gros des engagements les premières années, donc là, on a un petit peu de moins en moins. Cependant, on progresse quand même tous les ans, y compris sur cette année 2024, où on a encore des contractualisations supplémentaires, malgré la situation économique qui n'est pas favorable. On a des actions qui résistent à la crise agricole AB, j'allais dire bien, hein, je ne dirais pas quand même bien, parce que ça génère énormément d'inquiétudes. On est dans un contexte qui est très défavorable. Donc, on a des exploitants qui sont rassurés et confortés par le dispositif d'aide qu'ils perçoivent, mais pour autant qui sont très inquiets sur la suite du dispositif, qui nous interroge beaucoup. Alors, ils ne sont pas du tout en sortie de contrat pour l'instant, hein. Je crois que les premiers contrats ils finissent en 2027, mais qui sont déjà inquiets de ce qu'on pourra proposer par la suite derrière en dispositif relais. Donc voilà, des situations quand même économiques relativement difficiles, comme on peut le voir au niveau national par ailleurs, même si c'est complètement tempéré par notre dispositif d'accompagnement. Petit zoom sur un des secteurs, donc la vallée de la Vanne, alors on voit pas ma souris, c'est pas grave. Sur la zone jaune, c'est la zone qui est en jaune sur la carte, donc entre Sens et Troyes. Sur ce territoire, c'est un territoire qui est spécifique par rapport aux autres parce que j'ai dit qu'on avait des contrats PSE qui sont en conventionnelle réduction, enfin économie d'intrants et en bio. Là, sur ce territoire-là, à partir de 2008, on a mis en place une action qui était orientée uniquement sur le développement de la bio. À l'époque, on nous renvoyait beaucoup l'image de Munich. On avait du mal à faire progresser les surfaces en bio sur les autres territoires. Et quand on a commencé l'animation sur ce territoire, on s'est dit pourquoi pas appliquer une stratégie identique. Alors, on n'est pas du tout dans le même contexte de Munich qui est en élevage principalement. Mais pour autant, en tant que collectivité, pourquoi nous, on ne porterait pas ou on ne mettrait pas notre accompagnement financier ou en termes d'ingénierie uniquement sur le développement de l'agriculture biologique, sans pour autant limiter les agriculteurs conventionnels dans ce qu'ils veulent faire sur le territoire, hein, puisqu'on reste sur du volontariat. Mais nous, on décide de mettre en place notre action que autour du développement de l'agriculture biologique. Donc sur ce territoire-là, alors on avait un tout petit peu de bio, contrairement aux autres, hein. On avait 0%, mais on avait 1% de la surface en bio en 2010, c'est pas grand-chose. Et en 2023, on est à 30% de la surface en bio, donc quand même un résultat qui est intéressant. Ce que vous voyez là sur la carte, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a des tout petits points bleus qui sont dans les vallées, qui sont les sources, et tout ce qui est en vert, c'est les surfaces engagées en agriculture biologique sur ce territoire-là. Donc on a quand même un maillage de surface en bio qui est très intéressant. Et on commence à avoir des résultats qui sont visibles sur la qualité de l'eau, notamment du point de vue des pesticides, puisqu'on voit une diminution de moitié des concentrations maximales
annuel en pesticides. Alors, ce n'est pas du tout évident de tirer des conclusions sur les pesticides. Alors, on est sur une zone karstique, donc on a des pics de pesticides qui arrivent régulièrement sur ces ressources. On a des suivis qui sont faits tous les 15 jours sur ces différentes ressources. On cherche un grand nombre de molécules depuis pas mal d'années. Et donc, on avait des pics de pesticides qui étaient 2 fois plus importants avant le début de cette action qu'on en a maintenant, même si on a rajouté dans ce suivi au fur et à mesure de nouvelles molécules de suivi, et y compris les métabolites. Donc, en fait, ce résultat intègre à la fois les pesticides, les molécules mères et les métabolites. Alors après, ce qui est difficile de communiquer là-dessus, c'est qu'on n'est pour autant pas à l'abri d'avoir une contamination ponctuelle, un mauvais rinçage de cuve ou quelque chose qui va perturber complètement nos résultats sur une année donnée. Donc, il faudra l'avoir en tête aussi un petit peu plus sur le long terme. Mais ça nous donne déjà des résultats qui sont assez intéressants en termes d'impact sur ce territoire. On a quand même 30% des surfaces sur lesquelles on n'a plus d'application de produits phyto. Donc, ce n'est pas complètement anodin. Et je redis qu'on n'est pas sur des exploitations qui sont majoritairement en élevage, puisqu'on a 70% des exploitants qui sont en grande culture sur ce territoire. Juste sur les différentes actions qui sont mises en place actuellement, donc c'est une diapo un petit peu plus prospective. On est en évaluation, en cours d'étude d'évaluation à mi-parcours de ce dispositif. Alors on est à mi-parcours parce que les premiers contrats ne sont pas terminés, comme je le disais, mais on a besoin de faire une évaluation à mi-parcours puisque on est en train de réfléchir à la construction d'un nouveau dispositif qui se mettra en place à partir de 2026. Donc, c'est important de tirer déjà de premières conclusions, sachant qu'on a fait déjà pas mal d'adaptations en cours de route, hein. On est sur un dispositif expérimental qu'on maîtrisait, donc on s'est permis aussi d'adapter les choses au fur et à mesure. Et on a obtenu en octobre 2024, donc c'est tout frais, une prolongation de notre dispositif de PSE de la part de la Commission européenne pour l'année 2025. Donc on a vu qu'il était ouvert sur 2020-2024 et du coup il va se prolonger en 2025 puisqu'on a encore un peu de budget sur les 46 millions initiaux. Et puis, on a été quand même très sensible à l'inquiétude des agriculteurs bio qui sont sur nos territoires. Et je vous ai dit qu'on accompagnait les agriculteurs qui étaient en maintien bio. En 2020, quand on a imaginé le dispositif, les agriculteurs qui étaient en bio depuis pas mal d'années étaient dans un système qui était relativement durable, avec des débouchés, avec un marché qui était porteur, avec pas vraiment de difficultés de commercialisation, enfin pas de difficultés de commercialisation. Et donc, en fait, notre dispositif d'aide en 2020 a été construit pour aider les exploitants jusqu'à 15 ans après la conversion. C'était déjà bien supérieur à ce qu'il existait au niveau national. Et donc, en fait, le contexte des 2 dernières années nous a montré qu'on n'était pas dans la même construction, qu'on avait une inquiétude, et notamment les agriculteurs qui étaient en bio depuis plus de 15 ans n'étaient pas aidés du tout. Donc, on s'est posé la question de pouvoir accompagner ponctuellement ces exploitants de façon un petit peu différente, et on a mis en place donc une aide exceptionnelle en 2024 au maintien de l'agriculture biologique. Alors c'est plus orienté maintien, hein, c'est pas accessible à ceux qui sont en conversion. Sur fonds propres de Paris, puisque l'Agence de l'eau n'a pas pu nous aider sur ce dispositif-là. Donc 1 million d'euros pour 65 agriculteurs bénéficiaires et qui leur a donné un petit peu d'air. Alors le but du jeu, c'est évidemment pas de ponctionner les exploitations agricoles financièrement pendant une durée indéterminée. Là, c'était vraiment ponctuel, mais c'est aussi pour nous laisser le temps de retravailler sur le développement des filières, chose qu'on faisait déjà, hein. On a financé la mise en place de silos bio, etc. Sur un certain nombre de filières, mais en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on avait mis en place jusque-là n'était pas suffisamment robuste par rapport aux difficultés qu'on vivait au niveau national. Et donc, en fait, c'est une aide ponctuelle pour pouvoir, nous, mieux retravailler sur le développement des filières derrière. Donc, juste une petite diapo sur cette aide exceptionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'aurez dans le diaporama, mais c'est exactement ce que je voulais vous dire. C'était important pour nous de réaffirmer le soutien de la régie sur le mode de production bio, parce que quand on a des problèmes de pesticides, évidemment, c'est le système qu'on ne peut pas laisser de côté, sur lequel on doit travailler, on doit soutenir sur le plus long terme, et poursuivre les efforts qui sont engagés sur la structuration des filières derrière. Et du coup, on s'est associé avec la ville de Paris et d'autres membres à l'échelle du bassin de la Seine pour construire une association qui s'appelle Agri Paris Seine,
sur lequel on est en train de lancer beaucoup d'études de structuration en ce moment pour qu'on puisse travailler autour d'un système alimentaire qui soit durable à l'échelle du bassin de la Seine et appuyer la structuration des débouchés pour les exploitants qui sont engagés notamment dans notre dispositif de paiement pour services environnementaux, mais de façon plus générale sur les agriculteurs qui ont un impact positif sur la qualité de l'eau. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment les actions qui vont prendre le relais d'une aide financière un petit peu plus ponctuelle pour pouvoir accompagner les exploitants. Et je crois que c'était la fin. J'ai failli continuer, mais non, c'était la fin. Merci Donc beaucoup, voilà, je vous Manon. remercie pour votre attention. Merci à vous pour la présentation de votre retour d'expérience. On voit à travers la réaction des participants sur Zoom que le sujet est vraiment d'importance voilà, qu'il faut absolument insister sur cet aspect-là de mesures préventives, même si c'est aussi sortir de sa zone de confort hein, pour un agent du service de l'eau, puisque là, il va falloir vraiment se plonger dans le monde de l'agriculture. C'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise à la base. Et donc, ça demande cette implication, ce temps de connaissance aussi du contenu et réciproque avec les autres acteurs. Et du coup, on a quelques questions, notamment de Benoît, qui est animateur au contrat territorial eau et climat et chargé de la protection de la ressource en eau au syndicat de l'eau Est Seine-et-Marnais, le S2E 77, qui demande sur l'accompagnement technique obligatoire quels sont les prestataires que vous prenez? Est-ce qu'il s'agit de la Chambre d'agriculture ou de prestataires privés? Alors, on est très attentif à ce que les prestataires avec lesquels on travaille partagent notre point de vue sur l'accompagnement des exploitants et les objectifs de transition qu'on porte. Donc déjà, on ne valide pas, enfin, on valide tous les prestataires qui interviennent en amont. On valide pas une structure, mais on valide un intervenant de façon systématique. Et donc, il y a des endroits où ce sont les chambres d'agriculture quand ils ont un intervenant qui a les compétences pour accompagner et qui souhaite le faire, et des endroits où on a des prestataires. Donc, on prend tous les partenaires qui ont envie de travailler sur le secteur. Super. Et du coup, sa deuxième question, c'est sur les 115 exploitations engagées en paiement pour services environnementaux. euh, Quel pourcentage d'agriculteurs engagés sur les aires d'alimentation de captage ça représente? Alors, je vais répondre en surface. Alors, sur la vanne, j'ai déjà répondu puisqu'on est à 30% Mhm. des surfaces agricoles engagées. C'est quand même un de nos meilleurs résultats. Sur la partie ouest, on doit être à 30% aussi. On doit être un peu inférieur sur la partie qui est à cheval sur le sud Seine-et-Marne et sur Lyon, mais on ne doit pas être très loin. Alors sur la partie qui est Seine-et-Marnaise, qui est proche de chez Benoît, c'est là où on a le plus de mal. On est plutôt à Mhm. 15% de mémoire. Sur ce territoire-là, on a eu des engagements déjà historiquement très importants. On a déjà atteint 40% avec des MAE exigeantes, hein, des moins 40, moins 50% en pesticides. Mais on a eu un trou entre la construction de notre dispositif et la fin des contrats MAE qui a précipité aussi notre décision. On a perdu en termes de dynamique territoriale sur ce territoire et quand on a perdu les agriculteurs, c'est plus difficile d'aller les rechercher. En plus, c'est un territoire qui n'est pas simple, donc je pense qu'il vit la même chose que nous aussi sur ce Et territoire. justement, effectivement, justement, ça met un peu en lumière la possibilité entre collectivités voisines, peut-être de s'associer sur certains territoires, puisque les agriculteurs ne sont pas bornés à un seul territoire, un seul captage. Et s'ils voient que qu'on se dirige vers eux de tous côtés, peut-être que ça Oui, va tout à pouvoir fait. Et aider. d'ailleurs, quand vous avez vu sur la carte de la vanne, peut-être il vous a peut-être pas échappé que sur les surfaces qui sont engagées, il y a des surfaces qui sont en dehors de nos aires d'alimentation de captage. On travaille souvent à l'échelle d'une exploitation. Alors sur le bio, c'est quasi toujours vrai. Sur le conventionnel, on peut des fois avoir besoin de rationaliser notre budget sur les aires d'alimentation de captage, mais on travaille étroitement avec l'agence de l'eau Seine-Normandie pour engager aussi les surfaces des exploitations qui sont sur d'autres aires d'alimentation de captage à côté. Et pour peut-être faire le lien avec la question suivante, pour l'instant, on est sur un dispositif qui est effectivement expérimental, donc sur lequel
On a essayé de répondre au plus près aux demandes des exploitants et à réadapter le dispositif au fur et à mesure des années, ce qui en a fait un outil quand même pas ultra simple au quotidien à gérer. Donc, mon équipe a besoin de simplification, je pense, pour pouvoir le mettre en place. Et il est assez difficile à calquer comme ça, à mettre à disposition d'autres collectivités. Pour autant, sur la partie bio, on l'a mis à disposition en termes de cahier des charges à l'agence de l'eau Seine-Normandie qui, je crois, est en train de porter les choses auprès du ministère de la Transition écologique. Donc, je ne sais pas quelle est la suite, je sais que c'est juste pas encore en place, mais voilà, il y a des parties au moins qui peuvent être peut-être généralisées de façon un petit peu plus forte. Et sur la suite de la question, avez-vous une assurance que l'agence de l'eau reconduise le dispositif? Dans le 12e programme, l'appui au dispositif de paiement pour services environnementaux ou d'aide agricole sont toujours importants, donc j'espère bien que oui. Et on verra ça dans la construction de notre prochain contrat territorial eau et climat aussi à partir de 2026. Voilà, message en l'air pour les agents de l'agence de l'eau Seine-Normandie qui nous écoutent. Et voilà, pour répondre à Jean-Mathieu de la Comcom entre Seine et Bièvre, entre Bièvre et Rhône, que je salue au passage. Merci donc à nouveau Manon pour ce premier témoignage, ce premier retour d'expérience en tout cas de collectivité de la régie Hauts-de-Paris. Et donc on va se déplacer un peu plus à l'ouest avec Atlantico et Nathalie qui est avec nous, qui va pouvoir partager son retour d'expérience comme on l'a évoqué en introduction avec les actions mises en place pour ici une interdiction pure et simple d'un des pesticides incriminés dans la contamination d'une eau. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, on va parler de l'étang des Gatineaux en Loire-Atlantique. On va regarder vite fait où ça se situe sur une carte. C'est un captage prioritaire qui a des problèmes de matière organique, mais qui ne sont pas d'origine anthropique, et des problèmes de pesticides. Rapidement, pour vous situer les captages en Loire-Atlantique, on va parler de ces bassins versants qui sont au sud-ouest de la Loire-Atlantique, qui sont deux étangs utilisés pour la production d'eau potable. Un étang étant utilisé pour remplir un deuxième étang dans lequel se trouve la prise d'eau qui alimente l'usine de production d'eau potable. Donc, ce sont des étangs qui bénéficient d'un arrêté de protection de captage depuis 2008 déjà. Mais on va voir la suite. Pour vous montrer de là où on part, en fait, la problématique pesticides, c'est pas pour voir le détail des molécules, c'est pour voir la masse des molécules qu'on pouvait avoir avec cette problématique qui existe depuis les années 2000, avec beaucoup plus des problématiques d'atrazine. Et en 2016, lorsque le laboratoire local a su analyser les amétolachlore, on a détecté des taux très importants et très nettement supérieurs à ce qu'on avait l'habitude de détecter. Vous pouvez déjà constater qu'en 4 ans, on a réussi à passer sous la barre des 0,1 microgrammes par litre, qui est la droite rouge sur le graphique, et que c'est un taux qui est aujourd'hui globalement respecté en eau brute. Voilà, et on voit apparaître là quelques molécules. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui a pu être fait sur le territoire et qui a permis d'arriver à ce résultat-là. Quelque chose qui est fait aussi depuis presque 20 ans maintenant, c'est un suivi dans les cours d'eau qui alimentent les étangs. Je ne sais pas si vous voyez ma petite main. Les points jaunes étant les points de suivi qui nous permettent d'évaluer quelles molécules on peut retrouver à quel endroit et éventuellement de cibler nos échanges avec les exploitants agricoles, voire tout simplement la diffusion de ces informations, les fait discuter entre eux et prendre en compte ces résultats de qualité d'eau. Et on s'est rendu compte dans le temps que pratiquement ça suffisait, sans faire même d'échanges avec eux. Le fait d'avoir connaissance des résultats, ils s'en emparaient pour évaluer comment ils pouvaient adapter leur itinéraire technique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui c'était pas l'objectif attendu au démarrage de ces suivis, mais c'est quelque chose dont on s'est rendu compte au fur et à mesure dans le temps. Une représentation rapide, on est sur 2200 hectares de SAU. Alors, nous, on dit des petits bassins.
à peu près 35 exploitations. On a 10% d'agriculture biologique sur ce territoire-là. Et tout ce qui est violet, ce sont des prairies, ce qui vous montre que globalement, on a un assolement qui est déjà à moitié en prairie sur ce territoire. L'arrêté de protection interdit le drainage, ce qui nous permet de limiter les drainages et la céréalisation du territoire. Donc on reste avec un assolement stable ces dernières années avec ce type d'assolement, ce qui est plutôt favorable a priori. Le cheminement, c'est que depuis 2008, on a fait quelque chose de très classique et que je pense beaucoup de syndicats d'eau mettent en œuvre. Ce sont des actions qu'on dit collectives, qui sont passées par du diagnostic de parcelles à risque, puisque quand on a détecté cette molécule, j'anticipe sur l'élément d'après. Il y a eu du travail de fait sur des diagnostics de parcelles à risque, comme tout le monde en a connu, beaucoup en Bretagne et ailleurs, des études sur le bocage, des travaux sur les cours d'eau, les MAE, enfin des choses très classiques, je pense que tout le monde a déjà mis en œuvre, avec un volet très fortement collectif au démarrage. Et puis, en 2016, avec l'apparition de cette molécule, on a eu des échanges très rapidement avec Syngenta, le producteur de la molécule. Un travail de diagnostic de parcelles a été mis en œuvre également avec eux, puis pris en relais par la Chambre d'agriculture. Et assez rapidement, il y a eu des échanges avec les prescripteurs sur le territoire et l'élu local qu'on aperçoit sur la photo un petit peu derrière, qui est un délégué du syndicat d'eau, également représentant à la Chambre d'agriculture locale, on va dire, a pris son bâton de pèlerin et est allé rencontrer l'ensemble des prescripteurs qui interviennent sur le territoire et également une partie des agriculteurs en disant il faut absolument intervenir, on ne peut pas continuer comme ça avec des concentrations telles qu'on peut retrouver dans les étangs qu'on n'était pas capable de traiter à l'usine de production d'eau potable. Et l'action majeure qui a eu lieu à suivre, c'est ce qui s'est appelé une plateforme Maïs, qui a mobilisé beaucoup les techniciens des sociétés prescriptrices de la Chambre d'agriculture et chez nous au syndicat d'eau, sur la base de différents essais. Chaque partenaire technique avait son essai, de la diminution de dose au désherbage mécanique, en plaçant par les plantes compagnes, enfin voilà, sur différents sujets qui avaient tous pour objectif de pouvoir limiter l'usage des produits phytos sur le territoire. Et c'est quelque chose qui, a posteriori, sur le territoire, on s'est rendu compte que ça a été un élément fortement déclencheur sur des changements de pratiques par les exploitants agricoles. Voilà, c'est une journée qui a beaucoup mobilisé. Les agriculteurs locaux se sont aussi beaucoup mobilisés sur la mise en œuvre. Et ça a ancré la prise de conscience sur le changement de pratique à engager sur le territoire. Voilà, donc l'ensemble des actions, vous les verrez dans la présentation quand vous l'aurez. Et puis, ces derniers temps, l'action s'est un peu réorientée. Bon, les agriculteurs ont voulu faire quelque chose sur la réduction des produits phytos sur céréales. Pour le coup, cette opération n'a pas fonctionné. On va dire qu'on a eu un problème de cadrage d'objectifs et de moyens mis en œuvre pour suivre l'expérimentation. Donc là, on va dire que c'était plutôt contre-productif, mais on s'y attellera de nouveau puisque les agriculteurs sont toujours intéressés par ce sujet-là. C'est bien les agriculteurs qui ont porté cette orientation. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces derniers temps, il y a eu une réorientation vers du travail d'accompagnement individuel des exploitants agricoles, le collectif étant un peu en peine, en fait. On s'est réorienté avec la Chambre d'agriculture, puisqu'on fonctionne en convention avec eux sur un certain nombre d'actions qui sont bien identifiées au préalable avec eux, sur la rencontre des exploitants agricoles pour évaluer avec eux quelles sont les pistes d'amélioration qu'il peut y avoir sur leur exploitation. Donc, alors, soit des pistes d'amélioration dans le système existant,
mais on a toujours comme possibilité de leur proposer un accompagnement stratégique si c'est nécessaire au vu des premiers entretiens que l'animatrice a avec les exploitants agricoles. À ce jour, on n'est jamais allé sur de l'accompagnement stratégique, on est toujours sur plutôt les pistes d'amélioration, mais on garde toujours cette possibilité de le faire en fait. Une petite idée de coût et de temps passé. Alors, je ne vous ai pas mis les éléments synthétiques parce que juste, je ne les ai pas formalisés, mais un petit peu dans le détail, on voit qu'on est entre 30 et 45 jours, enfin autour de 30 jours plutôt de réaliser via les intervenants de la Chambre d'agriculture, sans compter le temps qui est mobilisé pour promouvoir les MAE et accompagner les MAE aussi sur ce territoire. Et côté syndicat d'eau, selon les années, selon le type d'action développé, on est de 0,1 à un quart de TP sur ce territoire-là. Je l'ai peut-être un peu sous-estimé parce que la partie suivi qualité d'eau est pas négligeable, notamment avec la partie analyse qui va avec. Voilà. Et peut-être pour resituer dans le service Atlantico, on est 7 personnes sur la gestion de la ressource en eau, avec une chargée de mission spécifique sur les captages prioritaires et 3 techniciens qui peuvent intervenir sur tous ces captages-là également. J'ai bien entendu Manon qui disait qu'il y avait des dispositifs qui n'étaient pas forcément très idéaux. On aura un peu le même retour sur nos territoires. Pour autant, étant le dispositif accessible, puisque en Loire-Atlantique, petite parenthèse, on a un PSE, Agence de l'eau Loire-Bretagne, sur un territoire, celui de Safré, qui est captage prioritaire. Et on en construit un en ce moment sur Nord-sur-Erdre, qui est un autre captage prioritaire, avec le nouveau dispositif qui a été notifié cet automne à l'Europe sur fonds propres syndicats d'eau. On espère des fonds agences de l'eau qui ne sont pas certains. La parenthèse étant fermée, les mesures agri-environnementales sont proposées sur ce bassin. Donc, ça n'a pas un succès immense, mais ça répond malgré tout à l'attente de quelques exploitations sur ce territoire-là. Et puis, un outil que les élus du syndicat ont souhaité mettre en œuvre depuis 2020 sur l'ensemble du territoire et sur un des captages, ça fait déjà 20 ans que c'était en place, c'est l'accompagnement au désherbage mécanique qui s'inscrit dans le cadre des aides de Minimi, pour le coup, avec une aide aujourd'hui de 35 € par hectare et par passage d'outils mécaniques, plafonné à 2 passages s'il y a du chimique sur la parcelle. Et on a pu voir sur alors attendez que je ne me trompe pas, sur ce territoire-là, une évolution ces dernières années. Forcément, vu les conditions météo, on n'aura pas forcément quelque chose de stable et en fonction de l'assolement, puisque les interventions sont essentiellement sur maïs, mais on voit qu'on peut arriver à autour de 200 hectares globalement sur un périmètre qu'en fait 2000, ça fait 10%, mais on a 50% de prairies. Donc voilà, on espère que ça puisse se développer un petit peu. Une idée du coût que ça représente au total en fonction du nombre de passages, sachant que le syndicat a également accompagné l'investissement dans du matériel, bien évidemment du matériel qui n'était pas financé par la région puisque c'est incompatible en Pays de Loire avec le PCAE, mais il y a un accompagnement prévu sur la partie matérielle. Et ce qui est envisagé également, c'est une étude de disponibilité du matériel et de chauffeurs, puisqu'on a identifié avec les exploitants que le frein pouvait être le temps de travail. Donc c'est un des axes de travail qu'on devrait développer l'année prochaine en lien avec un autre captage. Et ça, bon, bien souvent, les exploitants agricoles nous disent que c'est à peine suffisant. Pour autant, ils reconnaissent que c'est déjà bien d'avoir accès à cette aide indépendamment des autres dispositifs MAE ou autres. Donc, voilà. Rapidement, c'est un captage prioritaire. Il y a une démarche ZSCE qui avait été engagée. À vrai dire, elle est en pause. On a des résultats de qualité d'eau aujourd'hui globalement satisfaisants. Donc, il y a d'autres captages qui étaient prioritaires. Donc, ça a été mis en pause sur ce territoire-là
pour le moment. Et comme beaucoup de captages, il y a un contrat territorial porté par l'agglomération locale dans lequel s'inscrivent les actions portées par Atlantique Eau. Et pour conclure, que retenir de tout ça? Comme je vous disais, a posteriori, agriculteurs comme syndicats d'eau, on a considéré que cette plateforme maïs avait été un élément fédérateur sur le territoire, un moment d'échange et d'interconnaissance qui a favorisé les améliorations qu'on a constatées après. Malgré tout, ça n'a pas pu se faire sans l'implication forte de décideurs. Ça, c'est quelque chose qui a été essentiel sur cette démarche. Une plateforme de techniciens n'aurait sûrement pas fonctionné autant qu'une plateforme portée par les décideurs locaux. Et, euh, et là, on se dit qu'il faut maintenir des événements de plus petite ampleur parce que c'est très gourmand en temps et on ne peut pas reproduire ça tous les ans, mais de plus petite ampleur pour garder la dynamique sur le territoire. Et puis après, c'est peut-être une évidence, mais ça mérite quand même de le rappeler. Cette plateforme, elle a fonctionné à cet endroit-là. Pour autant, je pense qu'elle ne fonctionnerait pas sur tous les captages qu'on exploite en Loire-Atlantique parce que des conditions différentes, une organisation sociale et agricole différente, des sols différents, des assolements différents. Enfin voilà, c'est juste que voilà, le côté reproductible, il est pas si simple que ça, en fait, en fonction des contextes sur lesquels on est. Et nous, à Atlantico, on ne verrait pas où le faire ailleurs aujourd'hui. Voilà. Et l'intérêt de ce captage, quand même, vous l'avez noté, ce sont des étangs, donc avec des cours d'eau qui coulent 6 mois dans l'année et un retour d'amélioration de qualité d'eau qui est très rapide alors qu'on a des captages avec des nappes dont l'inertie est de 20 à 25 ans. Donc évidemment, c'est aussi quelque chose de favorable puisque les exploitants voient le résultat et sont encouragés par les résultats qui s'améliorent rapidement. Ils ont été les premiers surpris agréablement lorsqu'on est passé de 2 microgrammes à 0,1 microgramme en 4 ans. Et ça, effectivement, c'est le territoire qui veut ça, mais ça reste un élément de réussite dans la suite, en fait. Voilà. Et puis, bah, malgré tout, on envisage une rénovation et une nouvelle usine parce que là, c'est ce qu'on analyse, mais il y aura tous les produits qu'on n'analyse pas encore. Et ça fait écho à la motion que le syndicat d'eau a pris en 2021 d'aller vers un non-usage de produits phyto sur l'ensemble des captages qui sont exploités par Atlantico. Donc là, on a ciblé sur une molécule, mais globalement, le message est bien d'aller vers du non-usage globalement et pas simplement molécule par molécule au fur et à mesure où on les trouve dans l'eau brute. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce territoire-là. Donc quelque chose effectivement qui est complètement différent de ce que a pu présenter Haut-de-Paris, mais voilà, une autre manière d'intervenir sur ce captage. Autant de manières que de territoires Voilà. dans le pays. Et c'est bien pour ça que c'est important de partager aussi ce qu'on peut vivre à un endroit, à l'autre, pour aussi montrer ce qui peut se faire, donner éventuellement des idées qu'on peut adapter, reproduire sous certaines conditions sur les territoires. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Une question de Benoît à nouveau pour l'Est Seine-et-Marnais. Alors, je parlais de Scrabble tout à l'heure. C'est dommage qu'on n'accepte pas les acronymes, puisque la question, c'est lié à l'AP aire d'alimentation de captage de 2022. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié à la DUP ou à la ZSCE? Ou est-ce que c'est encore un autre dispositif? C'est l'arrêté qui a défini l'aire d'alimentation. C'était effectivement en vue de travailler à un arrêté dit zone soumise à contraintes environnementales. Et donc l'arrêté a été pris en 2022. Et il se trouve que les limites de l'aire d'alimentation à la parcelle cadastrale près sont exactement les mêmes que celles du périmètre de protection arrêté en 2008, puisqu'on est sur des bassins versants. C'est l'ensemble du bassin versant qui constitue l'aire d'alimentation. Mais c'était bien un arrêté spécifique en vue de travailler sur la ZSCE. Merci pour cette précision. Voilà, je ne vois pas
particulièrement d'autres questions à ce stade. Donc, je vais à nouveau remercier très chaleureusement pour l'expertise qu'ils nous ont partagée à travers la rédaction de ce guide et leur présentation aujourd'hui. Vous avez eu ce mode d'emploi en live pour mieux vous emparer de cet outil formidable qui est désormais à votre disposition. Donc, un grand merci à Marine de l'AST qui voudra peut-être dire un petit mot à la fin, à Laurent, Amandine et Thierry pour leur présentation. Merci également à Manon et à Nathalie pour les retours d'expérience. L'AST, un prochain rendez-vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette webconférence. On est très content de vous présenter les productions, les ouvrages au sein de notre association. Peut-être qu'on organisera un autre événement avec la parution du panorama européen. Et sinon, on se retrouve sur d'autres événements Idéalco, notamment au CGLE de Rennes sur les questions d'accès à l'eau, de cybersécurité ou encore la mise en œuvre des PGSSE. Euh, voilà, un beau programme pour le début d'année. Le rendez-vous est pris. Merci à nouveau Marine. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas, vous allez recevoir un petit sondage à la fin de cette conférence. Si vous y répondez, vous pourrez dire aux intervenants tout le bien que vous avez pensé de cette conférence et me dire aussi en privé dans la question d'après tout ce que vous souhaiteriez approfondir dans d'autres conférences qu'on aura l'occasion de porter sur idealco.fr. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis donc à bientôt sur Idealco. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.